Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour cette nouvelle édition consacrée aux actualités sociales de la rentrée, avec encore une fois toutes nos plus sincères et plates excuses pour les incidences de la semaine dernière qui ne nous ont pas permis, alors un ennui de réseau interne à SD Works, hein, vous étiez certainement correctement connectés et en attente bien évidemment de la présentation toutes nos excuses. Voilà, parfois ce sont les aléas de la technologie. Nous nous retrouvons aujourd'hui, comme à l'accoutumée une fois par mois pour cette édition de la rentrée, dont vous avez compris qu'elle est quelque peu riche en rebondissements, notamment depuis mercredi, avec des sujets très particuliers que nous allons aborder. Il est 9h30, si vous le permettez, comme nous le faisons à chacun de nos rendez-vous, je vais laisser encore une ou deux petites minutes pour permettre à toutes celles et ceux qui souhaitent nous rejoindre de le faire dans de bonnes conditions techniques et nous pourrons démarrer bien évidemment l'échange. Je vous remercie. Voilà encore une petite minute. Voilà. La jauge progresse. Voilà, comme à l'accoutumée, bien évidemment. Toujours ce petit entonnoir de 9h30. Les participants nous rejoignent progressivement. Voilà, il est 9h32. Merci de votre patience pour ceux qui ont pu se connecter il y a quelques minutes. Bienvenue à ceux qui nous ont rejoints et puis encore le renouvellement de nos excuses pour les incidences de la semaine dernière. Alors, que nous apporte l'actualité du mois de septembre? Elle nous apporte la chose suivante. Nous allons aborder bien évidemment tous ces événements en matière jurisprudentielle et les dernières décisions prises par décisions de nature administrative et de nature judiciaire concernant la Cour de cassation sur les modalités de l'application de la législation française en matière de congés payés et quand je dis application, notamment sa conformité ou sa non-conformité avec le droit européen. L'été a été l'occasion pour le gouvernement de rendre public un certain nombre de décrets à la suite de la réforme dite des retraites. Alors, le texte n'est pas le titre exact de la loi n'est pas celui-là, puisque vous savez qu'il s'agissait d'une loi de financement rectificatif pour 2023. Et quand tout état de cause, bien évidemment, c'est dans ce cadre de gestion du budget de la sécurité sociale que les mesures relatives à la retraite et donc au report de l'âge légal de droit à la retraite ont été inscrites dans la loi. Bon, les décrets étaient attendus pour un certain nombre de situations, dont la retraite carrière longue, la retraite progressive et le cumul emploi-retraite. Des dispositions particulières ont été également prises. Cette fois-ci, il s'agissait d'une proposition de loi, donc elle était d'origine parlementaire et non gouvernementale, relevant la protection notamment des parents qui sont des proches aidants et notamment des parents d'enfants malades. Une instruction gouvernementale est venue dire les modalités de recours à l'activité partielle pour les entreprises qui ont pu connaître un certain nombre de préjudices lors des émeutes urbaines de fin juin. Je vous donnerai deux informations complémentaires et puis je vous présenterai notre programme de formation juridique et paye. Alors, congé payé et arrêt maladie, ce que dit le droit européen. Depuis un certain temps, dans ses rapports annuels, la Cour de cassation avait fortement incité le gouvernement à prendre des dispositions pour transposer dans notre législation nationale la réglementation européenne, notamment sur le droit à congés payés. Alors, ces invitations-là sont restées lettres mortes et jusqu'à présent, bien évidemment, la Cour de cassation, elle, appliquait rigoureusement le droit national et ignorait par défaut de transposition, ignorait la réglementation européenne. Alors, de manière plus pratique, de quoi s'agit-il? Nous avons toujours, pour nous juristes, mais cela intéresse toutes les directions des ressources humaines et acteurs de la paie en France,
ce texte de référence essentiel en matière de réglementation européenne, qui est la directive du 4 novembre 2003. Alors pourquoi ce texte est essentiel? Parce qu'il a trait notamment à la durée du travail, au droit au repos et au congé payé. Et qu'en l'occurrence, bien évidemment, les législations nationales de l'ensemble des États membres doivent être en tout état de cause en conformité. Alors on s'intéressera au congé annuel. Que nous dit l'article 7? Alors, vous voyez que les directives, lorsqu'elles abordent un sujet, une thématique, elles sont assez courtes et assez légères parce qu'il appartient aux États membres de transposer, bien évidemment, ces directives. La directive fixe un cap. Les lois adoptées par les pays membres doivent, elles, se donner les moyens d'atteindre ce cap. A contrario d'un règlement, je distingue les deux natures de texte, à contrario d'un règlement qui, lui, bien évidemment, détermine des règles d'application immédiate. Alors, s'agissant des congés annuels, que nous dit le texte? Il nous dit la chose suivante, notamment son point 1, les États membres prennent les mesures nécessaires pour que tout travailleur bénéficie d'un congé annuel payé d'au moins 4 semaines, conformément aux conditions d'obtention et d'octroi prévues par les législations et ou pratiques nationales. Cette dernière partie a son importance, nous allons le voir dans un instant. La période minimale de congé annuel payé ne peut être remplacée par une indemnité financière, mais la Cour de cassation était déjà alignée dans sa jurisprudences sur le sujet, puisqu'il s'agissait bien évidemment d'un droit impératif et absolu, droit public absolu, sauf en cas de fin de relation de travail, et là nous avons pour habitude, bien évidemment, d'opérer au calcul et au versement de l'indemnité compensatrice de congé payé à l'occasion de la rupture du contrat. Dans une décision du 24 janvier 2012, la CJUE, la Cour de justice de l'Union européenne, avait pris position quant aux modalités d'acquisition des congés payés. En l'occurrence, que nous disait-elle, il y a maintenant plus d'une dizaine d'années, tout travailleur, qu'il soit en congé de maladie pendant la période de référence, à la suite d'un accident survenu sur le lieu du travail ou ailleurs, ou à la suite d'une maladie de quelque nature ou origine qu'elle soit, ne saurait voir affecter son droit au congé annuel payé d'au moins 4 semaines. D'une part, elle rappelle ici qu'effectivement, selon le droit européen, le salarié a le droit à 4 semaines de congé payé. Alors, vous savez que maintenant, depuis un peu plus d'une quarantaine d'années, en France, la législation prévoit l'attribution de 5 semaines. La durée minimale des congés, en tous les cas en respectant les législations nationales, est-elle tout à fait en conformité avec le droit européen. Ce qui est intéressant ici, c'est que dans cette décision de 2012, la Cour de cassation estime que le droit à congé payé ne doit pas être affecté, c'est-à-dire qu'en tout état de cause, le congé payé ne doit pas être réduit, du fait de l'arrêt maladie du salarié, en l'occurrence qu'il s'agisse d'un accident de travail ou maladie professionnelle, ou enfin accident de travail, et nous dit-on de maladie de quelque nature ou origine qu'elle soit, donc origine également professionnelle. Ce qui est assez intéressant, c'est ici l'interprétation que font les juges européens, ou qu'ont fait les juges européens en 2012, des dispositions de l'article 7 que vous avez un peu plus haut, puisque ce même article 7 nous dit que les congés payés doivent être attribués conformément aux conditions d'obtention et d'octroi prévues par la législation aux pratiques nationales. Or, la législation, effectivement, exclut un certain nombre de suspensions d'arrêt de travail du droit à congé payé. Pour rappel, le Code du travail, lui, conditionne l'octroi de congés payés à du travail effectif ou un temps de travail effectif. Donc, en l'occurrence, vous savez ce qui est un temps de travail effectif. Maintenant, la définition est assez ancienne. Et par la même occasion, le même code du travail assimile certaines périodes d'absence à du temps de travail effectif. En l'occurrence, vous les connaissez, sur les congés payés de l'année précédente, congé maternité, congé paternité, RTT ou accident du travail, maladie professionnelle dans une limite d'une année. Il y en a quelques autres, bien évidemment. Pour autant, les juges estiment que même si l'article 7 de cette directive de novembre 2003 renvoie aux législations en pratique nationale le soin d'attribuer selon leurs propres dispositions des congés payés, en tout état de cause,
l'arrêt maladie en soi ne doit pas réduire les congés payés. À l'application en droit français, je précise juste une chose, c'est qu'à l'époque, j'ai un excellent souvenir d'une entreprise qui nous avait très rapidement sollicité sur le sujet parce que, et ça reste important lorsqu'on abordera l'arrêt du 13 septembre, c'est-à-dire d'il y a 48 heures, nous avait sollicité sur les modalités d'application de cette décision de la justice européenne, de la Cour de justice de l'Union européenne, parce que tout simplement interpellés par des représentants du personnel. Vous voyez comment les choses peuvent aller très vite lorsque certains acteurs, soit les salariés individuellement, soit via leurs représentants, ont connaissance, bien évidemment, de quelques évolutions de jurisprudentielles. On rappellera que la directive est non contraignante, d'une part, c'est ce que j'ai indiqué tout à l'heure, et qu'à ce jour, elle n'a toujours pas fait l'objet d'une transposition dans le droit national. Bon, voilà, c'est comme ça. La France est un membre fondateur, un État membre fondateur de l'Union européenne, un des plus, comment dirais-je, actifs, bien évidemment, pour faire évoluer la législation européenne, mais l'un des plus en retard, c'est un peu le paradoxe, l'un des plus en retard lorsqu'il s'agit de transposition dans la législation nationale. Absence d'acquisition de congés payés au titre des périodes d'arrêt maladie non professionnels, bien évidemment, c'est ce que dit le Code du travail. Donc c'est une application stricte et rigoureuse. Et c'est une position constante jusqu'à l'arrêt de mercredi, jusqu'à la position de mercredi. Il s'agissait d'une position constante et donc d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation qui limite le droit à congé payé au titre des seules périodes de temps de travail effectif et celles assimilées par la loi. Et il était tout à fait légitime pour les juges de ce que l'employeur réduise la durée des congés payés en cas de suspension du contrat de travail, c'est-à-dire d'absence de temps de travail effectif et qu'il ne serait pas assimilé par la loi. Et en l'occurrence, la Cour de cassation a continué à appliquer strictement et rigoureusement le Code du travail. Alors, je reviens, elle appliquait jusqu'à présent, bien évidemment, le Code du travail et ignorait volontairement le droit européen. Alors, comment faire en sorte qu'éventuellement, l'employeur puisse être amené à attribuer des congés payés alors même que le salarié est en arrêt maladie non professionnel? Pas de caractère contraignant. Jusqu'à présent, les juges lui donnaient satisfaction lorsqu'il réduisait la durée des congés payés. Seule problématique, c'est que ici, les salariés estimaient subir un préjudice du fait de l'inexécution du droit européen. De facto, une des voies possibles pour conduire à contraindre l'État à agir, c'est la mise en jeu de sa responsabilité. Et c'est ce qui a été engagé par diverses organisations syndicales pour absence de transposition législative. Les différents gouvernements majorité qui se sont succédés ont toujours repoussé cette transposition. On se souvient qu'il y avait eu quand même quelques transpositions au début d'année. On avait évoqué au cours du mois de mars des droits découlant du congé paternité, si vous en avez bon souvenir. En l'occurrence, ici, la directive de 2003 était toujours ignorée. Que constate le juge administratif? Qu'il y a une incompatibilité du droit français avec la réglementation européenne qui porte de facto préjudice aux intérêts des salariés, puisque ces mêmes salariés ne peuvent jouir de droits à congés payés pour les périodes d'absence et notamment d'absence maladie. La Cour d'appel administrative de Versailles, dans une décision du 17 juillet dernier, donc extrêmement récente, qui n'a même pas de mois, donne droit aux revendications de ces organisations syndicales et condamne l'État au paiement de sommes au bénéfice de ces organisations syndicales. Alors, pour mémoire, la condamnation a été de 10 000 euros pour chacune des trois, au bénéfice de chacune des trois organisations syndicales. Alors, ça, c'est un premier pas. C'est-à-dire que le juge administratif, pas judiciaire, mais administratif, reconnaît, en tout état de cause, que l'inaction de l'État dans la transposition, puisqu'il laisse en tout état de cause la législation nationale telle qu'elle est, eh bien, aboutit à faire subir un certain nombre de préjudices aux salariés, des préjudices en tout état de cause qu'il n'y a même pas lieu de démontrer. Le simple fait qu'il y ait une absence
de transposition fait que le salarié n'a pas eu la totalité de ses congés payés alors qu'il a réalisé le temps de travail exigé et qu'il convenait en réalité d'inclure bien évidemment ces absences pour arrêt maladie non professionnelle dans le calcul de la durée des congés. Alors ça, c'est déjà une orientation. On peut parfois avoir quelques contradictions entre la jurisprudence judiciaire et la jurisprudence administrative, et même dans la jurisprudence judiciaire, vous avez parfois quelques contradictions en matière de droit du travail entre des chambres, entre d'une part les solutions dégagées sur une bonne problématique par la chambre sociale et la solution dégagée par la chambre criminelle, toujours sur la même problématique. Est-ce que les magistrats de la Cour de cassation, à la lumière de la position de la Cour d'appel administrative de Versailles, ont donné une toute autre orientation? C'est possible, s'il y a pu motiver effectivement leur décision du 13 septembre. Alors, ici, ce qui est intéressant, c'est que la Cour de cassation, dans sa décision de mercredi, n'a pas opéré un revirement de jurisprudence à la lumière de la directive de 2003, mais de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Il y a certains millefeuilles de textes à l'échelon européen, vous avez des droits sociaux, vous avez des droits fondamentaux, vous avez bien évidemment différentes chartes et les différents actes et traités européens. J'ai porté à votre connaissance ici le texte exact de l'article 31 relatif aux conditions de travail justes et équitables. Il comprend 2 alinéas. Le premier est le suivant: tout travailleur a droit à des conditions de travail qui respectent sa santé, sa sécurité et sa dignité. Le second est le suivant: tout travailleur a droit à une limitation de la durée maximale du travail et à des périodes de repos journaliers et hebdomadaires, ainsi qu'à une période annuelle de congés payés. Certes, c'est une période annuelle de congés payés, personne ne le conteste. Est-ce que pour autant, le Code du travail, donc notre législation nationale, vient en contradiction avec cette charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, en éventuellement, bien évidemment, maintenant la réduction de la durée des congés payés du fait d'une période d'arrêt maladie non professionnelle. La Cour de cassation, en réalité, au visa de ce texte, opère un revirement de jurisprudence, et c'est assez intéressant, c'est que ce n'était pas sur le fondement de la directive de 2003, mais au regard des dispositions de la charte des droits fondamentaux, en considérant que s'agissant de l'arrêt maladie non professionnel, il y a un droit à congé payé en intégrant dans le calcul les périodes non travaillées à ce titre. Et s'agissant, parce qu'elle a été amenée également à trancher sur ce point, de la portée de la suspension du contrat de travail consécutive à un accident de travail en maladie professionnelle, eh bien qu'il y a lieu à poursuivre l'indemnité de congé payé au-delà limite des données. Quand elle dit indemnité, c'est bien évidemment l'acquisition par la même occasion. Vous voyez que ici, il y a un bouleversement important, conséquent, bien évidemment, dans la façon dont nous allons devoir gérer les congés payés. Un bouleversement conséquent, RH, droit des salariés, paye. Ça suppose, bien évidemment, pour nous, que les systèmes d'information soient adaptés, mais cette décision soulève bon nombre d'interrogations que vous, employeurs, auxquelles vous, employeurs, vous allez devoir répondre ou vous saisir. Et pour nous, bien évidemment, de commencer la réflexion sur la prise en compte de cette nouvelle jurisprudence. En tout premier lieu, quelle va être la période de régularisation? Parce que bien évidemment, les compteurs de droits à congés payés dans le système d'information et sur le bulletin de paye lorsqu'ils sont reportés
On exclut les périodes au-delà de 4 semaines, je ne reviens pas sur cette règle des 4 semaines, mais au-delà de 4 semaines, on réduit les droits à congé payé du salarié, période en cours. Faut-il revenir, s'il s'agit de la période en cours, depuis son début, donc le 1er juin dernier, voire même le 1er janvier pour les entreprises qui ont pu, par voie d'accord collectif, adopter une autre périodicité d'acquisition. Comment traiter les demandes de régularisation et rétroactive? Et ça, ce sont les grandes conséquences. C'est que, bien évidemment, dès lors que les juges ouvrent sur les mêmes textes, absolument sur les mêmes textes, les textes en E, qu'il s'agisse des textes nationaux ou des textes européens, n'ont absolument pas changé le 13 septembre dernier. Ce sont les mêmes depuis un certain nombre d'années. Et bien évidemment, un certain nombre de salariés vont demander régularisation de leur situation. Quel délai de régularisation? On peut bien évidemment penser immédiatement au principe de prescription triennale. Quelle va être la portée de cette décision sur les dispositions conventionnelles qui garantissent déjà l'acquisition de congés payés au titre de l'arrêt de maladie non professionnelle, notamment parce qu'elles assimilent, même si c'est limité dans le temps, elles assimilent l'arrêt de travail consécutif à une maladie non professionnelle à du temps de travail effectif pour l'acquisition des congés payés. Et donc, il va falloir, bien évidemment, réexaminer l'ensemble de ces dispositions-là. En clair, le caractère général de la décision rendue et sa portée générale sur rendue par la Cour de cassation, à notre sens, rend nul et de nul effet les dispositions qui, elles, assimilent à du temps de travail effectif, parce que toutes les conventions collectives, qu'elles comprennent ce type de clause ou non, toutes les entreprises, et ce quelle que soit leur convention collective, devront dorénavant, bien évidemment, assimiler les arrêts maladie non professionnels à du temps de travail effectif, attribuer des congés payés, et même au-delà, en cas de suspension de contrat de travail en raison d'interdiction du travail maladie professionnelle, la TMP, bien évidemment, au-delà d'un an, continuer à attribuer des congés payés. Interrogation, un certain nombre de salariés n'ont donc pas bénéficié par le passé de ce droit-là. Sont-ils légitimés à la suite de cette décision de demander des dommages-intérêts pour inobservation, en tous les cas, des dispositions de cette charte des droits fondamentaux? Il ne faut pas l'exclure. Il ne faut pas l'exclure. Comment, notamment RH, il conviendra de gérer ces compteurs qui vont devenir extrêmement volumineux pour certains salariés, en premier lieu peut-être pour des salariés en arrêt travail pour accident du travail, maladie professionnelle, ou ceux qui ont eu plusieurs périodes plus ou moins longues au cours des 3 dernières années d'arrêt maladie non professionnelle, ou ceux qui peut-être malheureusement ont cumulé les deux, non professionnel et professionnel, parce que là il faut réviser leur droit à congé payé sur la totalité de la durée lorsqu'elle est continue, ou des durées lorsqu'elles sont discontinues des salariés. Est-ce qu'on peut imaginer une indemnité financière en contrepartie du reliquat? Alors là, je l'ai mis en point d'interrogation. La réponse est assez simple. La réponse est non, 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 non. Pour la raison suivante. D'abord parce que, bien évidemment, la Cour de cassation, qui elle n'a pas fait évoluer sa jurisprudence sur le sujet, interdit toute indemnisation pour des congés qu'aurait pu prendre le salarié, mais qui, en accord avec son employeur, ne les aurait pas pris. Qu'on rappellera que la législation européenne sur laquelle on s'appuie, sur laquelle les juges se sont appuyés pour opérer leur revirement, constitue un droit à repos absolu et inaliénable, Donc gardez-vous bien évidemment de l'indemnité financière en contrepartie du reliquat, parce que tout accord entre employeur et salarié pourrait être contesté par le salarié ultérieurement, et dans ce cas-là, vous perdriez financièrement sur les deux volets. C'est-à-dire qu'il ne sera pas contraint, le salarié, à rembourser la contrepartie financière. Vous seriez probablement
condamnés au paiement de dommages et intérêts. Et puis 3 points de suspension, parce que, bien évidemment, ici, il s'agit des premières conséquences que l'on peut imaginer. Elles sont très nombreuses. Et pour ce qui concerne l'adaptation du système d'information, cela va supposer une étude quasiment au cas par cas, employeur par employeur, client par client, pour connaître avec exactitude, bien évidemment, l'étendue. Il va peut-être falloir reprendre compteur par compteur, examiner les effets des dispositions conventionnelles qui sont, elles, gérées par PAC ou en centrale. Tout dépend du système d'information que vous utilisez. Et bien évidemment, c'est un temps d'action assez long. D'autant plus que la décision est récente. Voilà. Donc on s'y attelle, nous allons commencer à y travailler, mais on ne sera pas forcément, d'un point de vue fonctionnel, dans la possibilité de vous y répondre très activement. Maïla, peut-être des questions sur cette première partie? Maïla? Pas de questions. Non, pas de questions. D'accord, je te remercie. Merci. N'hésitez pas, bien évidemment, si vous aviez quelques interrogations sur le sujet, à nous les écrire. Maëla, qui nous accompagne, les relèvera et nous pourrons en échanger immédiatement. Bien, je vous faisais état des décrets d'application de certaines dispositions de la dernière réforme des retraites. Alors, ils ont été publiés donc avant le 1er septembre. J'allais dire avant l'été, non, avant le 1er septembre, ce à quoi s'était engagé le gouvernement, notamment puisque la réforme est entrée en vigueur au début de ce mois. Alors, quelques éléments, vous avez le décret numéro 2023-436 du 3 juin 2023 qui a trait, lui, aux carrières longues et ce qui est appelé dans les textes la retraite anticipée carrière longue. Au lieu de 2 bornes d'âge, le texte en inscrit 4 dans la réglementation. Je vous prie de m'excuser. Abdel, excuse-moi, il y avait des questions, mais je les avais pas vues en fait. C'était caché. Ah, très bien. Est-ce que oui, on peut les poser maintenant? Alors Désolée. Oui, je reviens un peu en arrière. Je t'en prie. Alors, à partir de quel moment devons-nous respecter cette règle européenne sur les congés payés? Bah, dès aujourd'hui. Voilà, dès aujourd'hui, tout simplement. Et c'est ce que je vous indiquais, c'est dès aujourd'hui. Alors, la difficulté réside, bien évidemment, dans la mise à jour des compteurs. Normalement, ils devraient être mis à jour immédiatement. Je posais de manière un peu malicieuse, mais pour engager le débat, la question de la détermination de la période concernée. Bah, c'est la période en cours, mais ça signifie que l'on doit, bien évidemment, régulariser depuis le 1er juin, s'il s'agit pour vous de la période de référence légale, ce qui est le cas pour la majorité des employeurs, ou d'une autre période, on peut retrouver par voie d'accord collectif la période de l'année civile, qu'elle est assez généralement sur l'annualisation du temps de travail lorsqu'il y a un accord d'OTT, d'organisation du temps de travail. Et ce que je vous indiquais également, c'est qu'il va falloir faire face, sans doute, et ils sont en droit de les exprimer, faire face à des régularisations sur les périodes antérieures. Alors je dis les exprimer, les salariés ou leurs représentants. Hein. Sur des périodes antérieures, on aura la prescription triennale 3 ans. Voilà, 3 ans. Alors 3 ans, on pourra dire de date à date. Est-ce qu'il faut prendre de date à date? Alors bien évidemment, si vous prenez le 13 septembre 2023, ça nous portera au 14 septembre 2020. Est-ce qu'on profite de ces régularisations pour régulariser toute la période de référence dans laquelle est inscrite cette date, c'est-à-dire 1er juin 2020 ou 1er janvier 2020, selon les situations? Voilà les questions qui vont se poser. Et puis en même temps, bien évidemment, cela signifie que les salariés vont avoir des compteurs volumineux, gonflés. Et je m'arrête sur les compteurs, mais effectivement, par la même occasion, je précise les choses. Mais si vous régularisez avec un effet rétroactif, il va falloir préciser pour chacun des jours de congés payés que vous allez devoir
attribué à un nouveau en raison de l'arrêt maladie, à quelle période il se rattache. Parce que le salarié, lorsqu'il prendra ses congés payés-là, il aura le droit à une indemnisation, mais en référence à l'assiette d'indemnisation des congés payés de la période d'acquisition. Voilà. Donc en clair, mon salarié a été malade en 2022, c'est la période antérieure d'acquisition, il a été malade en octobre 2022, il a été à nouveau malade en février 2022. Pour toute cette période-là et tous ces arrêts-là, je vais devoir lui réattribuer des droits congés payés qui ont fait de l'objet de réduction en application de la législation nationale et de la position de la Cour de cassation. Et bien évidemment, au titre de ces congés, il va falloir déterminer la bonne période. La bonne période et la bonne assiette d'indemnisation. Ce qui signifie que la meilleure gestion dans le système d'information, c'est de créer autant de compteurs que de périodes concernées, d'une part, et au cas où le salarié prendrait des congés payés avec un nombre de jours qui sont à la fois ponctionnés sur une période et à la fois ponctionnés sur une autre, il va falloir les distinguer pour avoir la bonne répartition d'indemnités de congés payés. Donc vous voyez un peu la difficulté, les difficultés massives qui vont se présenter à nous, à la fois pour vous juger de l'impact, d'abord en termes de droit, juger de l'impact en termes financiers, et pour nous de pouvoir vous accompagner dans l'adaptation du système d'information, notamment en raison d'une gestion massive de la rétroactivité de ces droits. Maïla, peut-être une autre question? Oui, il y en a plusieurs. Alors, doit-on veiller à maintenir que les 4 semaines minimum, ou devons-nous maintenir l'acquisition totale des 5 semaines sur une période d'acquisition? Ah, ça c'est une bonne question. Ça c'est une bonne question, effectivement. Alors, pourquoi c'est une bonne question? Les décisions ont été prises au visa de dispositions européennes. Pour autant, la décision rendue par la Cour de cassation, lorsqu'elle dit qu'il n'y a pas de limite, ne réduit pas ces droits à la simple application de la législation européenne. D'autant plus que vous aurez constaté que les dispositions de la Charte des droits fondamentaux posent pour principe un droit absolu et inaliénable à congé annuel, et il est en tous les cas dans cette durée du congé annuel fait aucune référence, bien évidemment, aux 4 semaines. Donc, à mon sens, il est beaucoup plus prudent de le faire sur 5. Je pense que les juges auront l'occasion de le préciser ultérieurement, mais en tous les cas, le droit absolu à 5 semaines doit être acquis pour l'ensemble des salariés, qu'ils étaient malades ou non, parce que là, nous aurions incontestablement une distorsion selon la situation du salarié, selon qu'il était malade ou non. Voilà. Parce que pour certains, on dira, bah, il était malade, mais j'ai limité à 4 semaines, alors que l'autre ne l'a pas été. Et j'ai le droit à 5. Et là, à mon sens, nous aurions quelques sujets euh, d'égalité de traitement qu'auraient à trancher les juges. Et je pense fortement que, là, en l'occurrence, l'employeur serait sanctionné en raison de l'inégalité de traitement qui résulterait de la disparité d'application des textes. Maëla, peut-être une autre question? Oui. Même lorsque la maladie n'est plus indemnisée et qu'ils sont en prévoyance? Oui, oui. Alors, là aussi, c'est une bonne question. Parce que les juges considèrent qu'il y a lieu d'octroyer, et à mon sens, cette question est encore plus importante que celle de savoir si on doit attribuer 4 ou 5 semaines. Les juges considèrent qu'il y a lieu d'octroyer des congés payés, y compris pour un salarié en arrêt maladie. Bah, la question est la suivante. Quid de l'assiette? Quid de l'assiette d'indemnisation?
Est-ce que je dois tenir compte uniquement des sommes à la charge de l'employeur? Et lorsqu'il y a un maintien à 100%, ça signifie notamment qu'en réalité, elle est réduite, puisqu'un maintien à 100%, le maintien à 100% se fait sous déduction des IGSS. Les IGSS ne sont pas des sommes, n'ont pas la nature de rémunération. D'ailleurs, ils ont leur propre régime social, ce qui les distingue bien des autres sommes et du maintien de salaire qui, lui, est à la charge de l'employeur du fait de la convention collective. Est-ce que je dois réduire? Qu'est-ce que ça signifie, notamment lorsque le salarié est arrivé en fin de droit, qu'il y ait eu euh, poursuite du maintien via une prévoyance ou pas, d'ailleurs, relais ou pas de la prévoyance? Est-ce que l'absence de somme versée par le salarié réduit l'assiette de congés payés? Donc j'ai droit à des congés payés mais sur une assiette réduite. Est-ce que le congé annuel, tel qu'il était compris ici dans sa durée par les juges, dans sa durée, est un congé forcément indemnisé? Et c'est toute la problématique que l'on va avoir ici. Toute la problématique que l'on va avoir. Droit à congé, quelle assiette d'indemnisation? Voilà. Je vous dirai, j'ai ma petite idée, mais je ne vous peux pas, en l'occurrence, vous assurer qu'elle puisse être la solution finale. Autant j'ai un peu plus d'assurance pour les 4 ou 5 semaines, autant qui consisterait à plutôt considérer que les sommes uniquement versées. Et donc, pourquoi je dis ça? Parce que cela écarte dans mon esprit l'exigence de reconstitution du salaire. Voilà. Le salarié a droit des congés, mais les rémunérations qu'il a perçues au titre des périodes d'acquisition ne sont pas celles correspondant à celles d'une pleine activité. D'ailleurs, il n'y en a jamais, hein, parce que même si vous avez un maintien de salaire à 100%, vous avez toujours la déduction des IGSS. Donc, et donc, droit à congé, mais assiette réduite du fait de l'absence. Bien évidemment, rien ne s'oppose à ce qu'un employeur, le cas échéant, puisse être beaucoup plus avantageux et demande la reconstitution du salaire. Bon, c'est techniquement un peu plus complexe parce que après il va falloir bien évidemment estimer l'ensemble des éléments constitutifs du salaire, notamment lorsqu'ils sont à périodicité autre que mensuelle, et parfois des primes qui sont versées à des dates bien précises. Est-ce que le salarié aurait droit ou pas? Puis la reconstitution, c'est quelle prime qui était dépendante du salaire normalement qu'il aurait dû percevoir. Bon, bref. Tout cela nous engage bien évidemment encore à des réflexions beaucoup plus profondes. Maëla, question suivante. Pouvons-nous considérer que nous impactons la 5e semaine de CP et donc que nous appliquons le droit européen puisque le salarié dispose de 4 semaines? Ah bah, là, ce que font les juges, alors sur la base de la réglementation européenne, effectivement, la durée minimale, c'est 4 semaines. Ce que font les juges, c'est de dire que le salarié a droit à des congés payés. Point. Voilà. En application de cette réglementation européenne. Et donc, annihile totalement les dispositions du Code du travail qui, de facto, en assimilant certaines périodes d'absence à du temps de travail effectif et en excluant certaines autres de cette assimilation-là, eh bien, conduisent à assurer une durée pleine de congés payés. Mais cela ne remet pas en cause, à mon sens, le droit à congés payés sur 5 semaines, c'est-à-dire une attribution de 2,5 jours ouvrables par mois ou de 2,08 en jours ouvrés. À mon sens, il faut continuer à donner 5 semaines et pas se limiter à 4 minimum. Il y a vraiment aucun motif à dire que on attribue dans la limite de 4 semaines. Enfin bref, vous pouvez toujours juger qu'il en est autrement, mais je pense que là vous exposeriez à quelques difficultés. Autre question, Maëla? Maëla? Ai-je un Oui. problème de micro? Les demandes de régularisation doivent-elles être... Tu m'entends? Oui, oui. Allô? Tu peux reprendre, s'il te plaît? Oui, je t'entends. Allô, allô? Tu m'entends? Je t'entends. Oui. Les demandes de régularisation doivent-elles être obligatoirement à l'initiative des salariés concernés? À dire vrai, il y a deux façons d'agir. On peut effectivement être en attente de l'action des salariés et de leurs représentants.
demander la régularisation. Alors, qu'est-ce qui inciterait à ce que l'employeur et les directions des ressources humaines prennent l'initiative? Bah, alors, il y a un risque. On prend ou on ne prend pas, ça c'est autre chose. Il y a un risque, c'est éventuellement que la demande des salariés soit accompagnée de paiement de dommages et intérêts pour préjudice subi du fait de l'absence de repos, parce qu'on rappelle, hein, le congé payé, c'est un repos. Hein. Ce que nous dit d'ailleurs la CJUE dans sa décision de janvier 2012. Et que là, on s'expose éventuellement, effectivement, à un risque financier un peu plus grand en octroyant des dommages et intérêts plus élevés. Bon. Alors, la demande de régularisation, l'information va faire tache d'huile, bien évidemment, vous l'aurez compris. Hein. Les organisations représentatives du personnel, organisations syndicales, sont également abonnées à un certain nombre de revues d'informations. Je dirais même que pour les représentants syndicaux, vous pouvez être sûr, mais absolument sûr, que les services et départements juridiques des différentes organisations syndicales vont agir de manière extrêmement réactive, vont agir de manière assez réactive pour informer l'ensemble de leurs membres. Donc la demande va être sans doute assez rapide. On peut attendre effectivement ici la demande des salariés. Il y a peut-être un avantage, je dirais, mais pas juridique, parce que bien évidemment la décision s'applique immédiatement, mais c'est peut-être vous laisser le temps de la réflexion sur la façon dont vous allez gérer les conséquences. Parce que, bien évidemment, prenez en compte notamment ceux qui vont avoir une volumétrie conséquente de droits congés payés, parce que, bien évidemment, ça signifie également qu'ils ont le droit, et vous devriez les attribuer dans les délais les plus rapides, sauf à ce que vous puissiez faire la démonstration que cela puisse porter préjudice à l'activité de votre entreprise. Mais vous imaginez, nous sommes en septembre, le temps de réaction d'ici la fin de l'année. Si on devait respecter les choses, c'est-à-dire avant la fin de la période de prise de la période actuelle, c'est-à-dire le 31 mai prochain, et que vous avez des compteurs assez volumineux pour certains salariés, ils vont quasiment pouvoir être absents pendant une bonne partie du prochain semestre, ou même une bonne partie des prochaines semaines. Donc, je dirais que l'attente de la réaction et de la demande des salariés offre cet avantage-là, c'est celui de la réflexion en termes de conséquences à la fois RH et financières. Question suivante, Maïla? Oui, là, il y a quelques questions qui se rejoignent. Oui. Tu peux regrouper, oui. Allô? Allô? M'entends-tu? Cela veut dire Allô? qu'une personne... Tu m'entends? Là, c'est revenu. Ok. Donc, cela veut dire qu'une personne qui a 3 ans de maladie et qui est licenciée pour inaptitude devra continuer à cumuler ses CP et nous devrons les payer lors du solde de tout compte. Oui. Eh oui. Parce qu'il y a le caractère répétitif de certaines maladies, notamment non professionnelles. Et nous connaissons, nous le savons bien évidemment, qu'il existe également des périodes de très longue absence consécutives à un accident de travail. La réponse est oui. Ok, donc un salarié qui est en arrêt pendant 3 ans va donc acquérir 3 fois 25, ou alors les salariés en longue maladie qui ne peuvent pas prendre leur congé perdent-ils leur congé au 31/5? Non, ils ne les perdent pas. Ils ne les perdent pas, donc 3 fois Non. 25. 3 fois 25. Ok. Voilà, 75 jours. 75 jours, vous voyez, ça fait 3 fois 20, ça fait 3 mois et demi d'absence, grosso modo. Le congé? Oui. Oui, ok. Et certaines conventions prévoient que les congés doivent absolument être pris avant la fin de la période de référence, sinon perdus. Oui, mais le fait est, c'est que le salarié, alors ils doivent les prendre, effectivement.
la portée de cette décision, c'est un droit, d'abord une acquisition, et il faut mettre également le salarié en situation de pouvoir les prendre. Donc on ne peut pas dire j'ai 75 jours, 3 fois 25, oui c'est ça, 75 jours, 3 fois 25, et en conséquence le salarié n'a pas pu les prendre en raison de la charge de travail. On peut comprendre légitimement que l'employeur a besoin de ce salarié, voire même de ses salariés, s'ils sont plusieurs, être concernés par ce revirement de jurisprudence, mais il doit pouvoir bien évidemment lui permettre de les prendre. Et c'est là que la question RH se pose. Est-ce qu'au moment où vous allez informer ces salariés-là, ou alors de votre initiative ou à l'initiative bien évidemment de requête et de sollicitation des représentants du personnel, leur les informer de ce droit-là, leur dire tu dois les prendre, sinon s'ils sont perdus, ou dire dans votre gestion des incidences de cette décision, nous examinons les meilleurs moyens de prise et ne pas laisser un poste vacant, voire plusieurs postes vacants, donc non productifs, au cours d'une même période. Donc prise avant, oui, ça dépend à quel moment ils vont être informés aussi, hein, tout simplement. Parce que l'information, c'est l'information. Alors, c'est pas une mention obligatoire sur le bulletin de paye, mais tout le monde, bien évidemment, tout le monde la pratique. L'information, c'est le compteur sur le bulletin de paye ou euh, ou un outil de gestion des temps ou un outil de gestion RH lorsque le salarié pose via l'intranet ses absences. Voilà. Autre question, Maïla? Il me semble que non. Parfait. Merci grandement de vos interrogations. Merci pour celles relatives notamment aux incidences en termes d'indemnité. Et puis vous voyez que les incidences et les effets de cette décision sont extrêmement importantes, colossales, et elles doivent donner lieu à une gestion de l'ensemble des sujets, d'un partenariat avec votre partenaire RH et SD-Works, si vous êtes client de SD-Works, bien évidemment. Donc, vous disiez, je réforme des retraites. J'en reviens à notre retraite anticipée carrière longue, dont je vous indiquais que les dispositions décrétales conduisaient à ce que l'on ait inscrit dans le code de la sécurité sociale non plus 2 bornes d'âge, mais 4. Alors, volontairement, je ne vous ai pas porté à l'écran ces tableaux extrêmement volumineux et qui sont pas de lecture très agréable et de commentaires très agréables dans une session d'information à distance, juste pour vous dire que ces bornes d'âge sont de 58 ans, 60 ans, 60 à 62 ans ou 63 ans. Alors 58 ans lorsque le salarié a travaillé avant 16 ans, 60 ans lorsque le salarié a commencé à travailler avant 18 ans, 60 à 62 ans selon l'année de naissance lorsque le salarié a commencé à travailler avant 20 ans, et 63 ans lorsque le salarié a commencé à travailler avant 21 ans. Pour pouvoir y prétendre, le salarié, à raison de l'âge de début d'activité, doit avoir cotisé au moins 5 trimestres avant le 31 décembre de chaque anniversaire, et donc de ses 16 ans, bien évidemment, ou 4 trimestres lorsque l'anniversaire intervient, et donc pour les personnes nées, notamment au cours du 4e trimestre. Sur les conditions de durée de cotisation à considérer, eh bien on va de 168 trimestres, qui est la clause de sauvegarde que nous avions évoquée lorsque la réforme était en débat au Parlement et une fois définitivement adoptée, cette fameuse clause de sauvegarde, à 172 trimestres pour les salariés nés à partir de 1965. Le cumul emploi-retraite a été libéralisé. On vise ici la possibilité pour un salarié de cumuler une pension de retraite et des revenus d'activité reprise ou poursuivie. Dans quelles conditions puis-je cumuler ces deux statuts de retraité et de salarié? Eh bien, il me faut préalablement avoir liquidé toutes les pensions de vieillesse et de retraite complémentaires
et bénéficier d'un taux plein. Alors ça signifie également qu'au regard de ce que nous avions présenté précédemment, eh bien, examiner avec justesse le droit ou non à une pension taux plein du salarié, lui-même, bien évidemment, pourra vous en apporter la justification, dont on rappelle que ce droit à taux plein est progressif en fonction notamment de la durée de cotisation du salarié et de son âge, et que ce taux plein est définitivement et absolument acquis de manière automatique à partir de 70 ans. La seconde pension de retraite qui pourrait être versée au titre de l'activité résultant de ce cumul, eh bien, est d'un montant qui sera limité à 5% du plafond annuel de sécurité sociale et 5% par an. C'est-à-dire qu'il aura sa pension liquidée, puisque l'une des conditions permettant le cumul, c'est la liquidation préalable, la pension de vieillesse et de retraite complémentaire, eh bien, cette seconde pension pourra bénéficier aux salariés dans un montant limité de 5% du passé, donc de 2199,60 € en 2023. Lorsque le salarié ne peut justifier du bénéfice d'une pension à taux plein, eh bien, il va pouvoir cumuler. Mais dans ce cas-là, le cumul emploi-retraite est limité à certaines activités, et le cumul de revenus ne peut excéder 160% du SMIC annuel, soit 2734 € par mois, ou du dernier salaire brut avant l'admission en retraite. Donc 160% du SMIC annuel ou 160% du dernier brut avant l'admission en retraite. Sur la retraite progressive, le décret donc fixe la condition d'âge qui est désormais d'au mieux 2 ans avant l'âge légal de départ en retraite pour pouvoir prétendre à cette retraite progressive, et une condition qui s'apprécie avec l'évolution de l'âge de départ à la retraite. Je ne reviens pas sur, bien évidemment, le report progressif de cet âge-là. Le salarié doit pouvoir également justifier d'un niveau de cotisation de 150 trimestres, une durée de cotisation de 150 trimestres au cours de sa carrière professionnelle. La durée du travail exigée doit être comprise entre 40% et 80% d'un temps plein. Donc en clair, dans le cadre de la retraite progressive, je ne peux pas travailler moins de 40% et je ne peux pas travailler plus de 80%. Et donner lieu à une diminution des revenus qui est comprise entre 20% et 60% de la moyenne des 5 années précédant la demande de retraite progressive. Enfin, l'employeur serait en droit de refuser la demande de retraite progressive aux salariés s'il y a incompatibilité de la réduction du temps de travail demandée avec l'activité économique de l'entreprise. En clair, effectivement, cette réduction peut conduire à un niveau d'activité compris entre 40% et 80% d'un temps plein. Si en tout état de cause, cela porte préjudice à l'activité économique de l'entreprise, l'employeur est en droit d'opposer un refus à la demande du salarié. Des questions sur ces dispositions décrétales, Maïla? A priori, pas de questions. Merci bien. Quelques éléments relatifs au statut de proche aidant et parent d'enfants malades. Donc, vous avez ici la référence légale. Donc, c'est une loi du 19 juillet dernier, dont je vous disais d'ailleurs même l'origine. C'est une proposition de loi, donc émanant d'un ou d'une parlementaire et non pas d'un projet gouvernemental. Quelques éléments fixés par la loi pour permettre aux salariés de jouir et d'acter cette absence parent d'enfant malade. D'abord, il faut qu'il soit bien évidemment parent d'un enfant malade, que l'enfant soit malade, handicapé, victime d'accident ou et par là même d'une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants. La durée de l'absence pour ce motif de congé est de 310 jours maximum sur 3 ans maximum. Donc sur une période de 3 ans, j'ai droit à 310 jours. Donc voilà.
Ça nous fait quasiment une année ou un tiers de cette durée des 3 ans. Versement de revenus de remplacement. Alors effectivement, on avait toujours l'allocation et on a toujours l'allocation journalière de présence parentale. Par contre, il n'y a aucune obligation légale de maintien de salaire qui viendra accompagner l'allocation journalière de présence parentale, sauf si des dispositions conventionnelles sont plus favorables. Je n'ai pour ma part jamais constaté d'exemple sur ce motif. Je ne dis pas qu'il n'existe pas, mais je n'en ai pas constaté. La loi renforce la protection du salarié contre le licenciement. Donc, le licenciement est prohibé, sauf si faute grave du salarié ou impossibilité de maintenir à son poste pour un motif étranger à l'état de santé de l'enfant. Alors, sauf faute grave, bien évidemment. Là, la faute commise par le salarié peut être sanctionnée, notamment parce qu'il serait impossible de maintenir le salarié à son poste, mais c'est même la caractéristique de la faute grave dans la définition de cette dernière en matière disciplinaire. Pour un motif étranger à l'état de santé de salarié, bien évidemment, on ne peut pas prendre la décision de rompre le contrat de travail du fait de l'état de santé de l'enfant. Alors, qu'est-ce qui rendrait impossible, bien évidemment, le maintien à son poste du salarié, sauf si lui-même éventuellement est malade et que ses absences répétées ou continues, prolongées, puissent perturber, porter préjudice à l'entreprise. Donc là, la protection est assez renforcée. Il sera permis de renouveler le congé de manière plus facilitée, puisque si le salarié a atteint les 310 jours avant le terme des 3 ans, il pourra bien évidemment renouveler son congé et sans dépasser cette période de 3 ans. Le texte prévoit que des dispositions particulières concernant ses parents doivent être prises dans le cadre de la mise en place du télétravail, soit en raison d'un accord collectif, soit en raison d'une charte relative au télétravail. Alors le texte dit que ça doit être fait, mais il ne va pas plus loin sur l'immédiateté de l'adaptation de la charte ou de l'accord collectif. Est-ce que ça signifie que je dois le réviser immédiatement? Est-ce que ça signifie qu'aujourd'hui, lorsque mon accord ne comprend pas des modalités spécifiques, il est non conforme à la loi? Est-ce que je peux attendre et patienter jusqu'à la date de révision? Et l'accord est triennal. Si vous venez de le signer, si vous l'avez signé au 1er juin dernier, oui, 1er juin 2023, c'est 31 mai 2026. Le texte est silencieux. Tellement silencieux que, très honnêtement, nous sommes un peu en peine, bien évidemment, de donner une orientation. Et puis, il allonge, alors on a connu il y a quelque temps les congés pour décès de l'enfant qui avaient été portés à 5 jours. Donc, maintenant, ils sont également allongés puisqu'on va passer d'une durée de 5 jours ouvrables à 12 jours ouvrables pour le décès de l'enfant et d'une durée de 2 jours ouvrables à 5 jours ouvrables en cas d'annonce d'un handicap, d'une pathologie ou d'un cancer. Maëla, des questions sur ce sujet? Oui, une. Quel est le justificatif nécessaire pour la présence parentale? Le certificat médical. Un certificat médical attestant de ce que l'état de santé de l'enfant exige une présence parentale et des soins contraignants. Voilà, sans révéler l'état réel de l'enfant, mais tout simplement dire que, en l'occurrence, l'enfant doit être suivi par le parent. Voilà. Autre question? C'est tout. Ah, si. Merci. Oui. Doit-on faire un avenant à l'accord télétravail pour ajouter la clause sur les proches aidants? Alors, la réponse est oui. La question est à quel moment, c'est un peu le commentaire que j'ai apporté, c'est à quel moment. Notamment si vous venez de signer très récemment l'accord collectif. Oula. Alors quand il s'agit d'une charte, c'est plus aisé à modifier. Les clauses de révision sont normalement fixées dans l'accord. C'est une des clauses particulières d'un accord collectif. Voilà. Rien ne s'oppose, bien évidemment, à ce que
l'employeur soit-il l'initiative de cette révision en informant les partenaires sociaux qui seront invités à la négociation qu'il s'agit là d'une réunion de travail pour révision de l'accord et de sa mise en conformité avec la loi. Mais oui, un avenant, bien évidemment. Et on peut le faire par révision. Voilà. Autre question, Maïla? Non, c'est bon. Merci. Activité partielle et émeute urbaine. Alors, maintenant, bien évidemment, on a tous connu par l'actualité ce qui s'est passé fin juin. Juste une chose, là, c'est une instruction. Hein. Il n'y a pas de disposition d'ordre décrétal ou de nouvelles règles légales. C'est une instruction gouvernementale du 6 juillet dernier qui a été mise en ligne le 27 juillet dernier. Que nous dit-on? On nous dit, parce que l'annonce avait déjà été faite, que les entreprises qui ont été victimes de destruction matérielle, pillage, incendie, destruction de vitrines, ou affectées par des mesures de police administrative, couvre-feu, arrêt des transports, ou encore visées par des consignes de prudence, activité réduite, fermeture d'établissement, peuvent prétendre au recours à l'activité partielle lorsque la demande est faite. Vous savez que le Code du travail présente 5 motifs de recours à l'activité partielle. 2 d'entre eux permettent bien évidemment ce recours-là et la situation entre dans le champ de ces 2 recours-là, que sont sinistre ou intempérie de caractère exceptionnel ou toute autre circonstance de caractère exceptionnel. Bon, voilà le motif que vous devez cocher lors de votre demande. Lorsque l'entreprise a une procédure dérogatoire, effectivement, parce que normalement vous avez une demande préalable pour toute mise en activité partielle. Ici, la demande préalable d'autorisation de mise en AP est différée. L'employeur a pu mettre, parce que maintenant la justification est peut-être moindre, quasiment 3 mois après, pu mettre en activité partielle ses salariés au moment de ces événements. Par contre, ce qui était exigé, c'était une régularisation impérative dans les 30 jours. L'indemnisation est une indemnisation de droit commun avec une indemnité versée aux salariés à hauteur de 60% du salaire du taux horaire de référence. Et pour l'allocation, eh bien, la prise en charge par l'État est également au taux de droit commun de 36%. J'ai réinscrit ici ce que nous avions évoqué lors de notre précédent rendez-vous, le délai de paiement qui avait été mis par les URSSAF, avec un droit délai de paiement en cas de difficulté résultant de ces émeutes urbaines, et la demande doit être réalisée depuis le compte en ligne de l'employeur sur le site de l'URSSAF. Des questions sur ce sujet, Maïla? Mise en activité partielle? Toujours pas, non. Merci. 2 informations complémentaires. Je voulais vous faire part d'une mesure comprise dans la loi du 1er août dernier relative à la programmation militaire. C'est étonnamment, bien évidemment, on peut s'étonner de dispositions dans le cadre de la nature même et l'objet même de la loi de mesures RH, mais il y en a une, c'est celle relative à la gestion du salarié réserviste, qui bénéficie maintenant d'une absence de portée de 8 jours à 10 jours et une possibilité de limiter cette absence à 5 jours, mais pour les entreprises qui comptent un effectif inférieur à 50 salariés. Le délai de préavis est fixé, nous dit la loi, par le contrat de travail, tout accord collectif, alors tout, je les ai tous mis, c'est-à-dire d'établissement d'entreprise ou de branche, avec une limite d'1 mois, et à défaut, disposition supplétive de la loi, la loi prévoit un délai de préavis d'1 mois. Et une information sur le calendrier des prochaines réformes que nous avons eu récemment. Alors, vous savez que le projet de loi de finances et le projet de loi de financement de sécurité sociale sont toujours présentés en Conseil des ministres fin septembre, début octobre. Généralement, le gouvernement commence par l'examen et l'adoption du projet de loi de finances et dans un second temps le PLFSS. In fine, il semble que ce sera au cours de la même séance de Conseil des ministres que seront examinés, bien évidemment, adoptés les 2 textes. À ce jour, pas de mesures particulières
envisagées dans le texte gouvernemental pouvant impacter la paye. Il y avait eu une idée de décalage du délai de carence dans le versement des IGSS, c'est-à-dire au lieu d'avoir un délai de carence de 3 jours, nous aurions eu un délai de carence de 7 jours et une prise en charge par l'employeur pour se substituer à ces IGSS par l'employeur pour les jours 4 à 7. In fine, l'idée a été abandonnée. Et ici ou là, dans le cadre des économies que cherche à réaliser le gouvernement, et permettez-moi ce langage, un peu de rabotage de certains dispositifs, il n'était pas exclu éventuellement de revoir à la baisse le plafond de rémunération éligible notamment à la réduction du taux AT, puisque aujourd'hui, vous savez que ce plafond est de 3,5 fois le SMIC, et de le ramener au même plafond de 2,5 s'agissant de la réduction du taux maladie. Bon, ces deux sujets semblent être... Le premier est abandonné, le second également disparu de l'esprit du gouvernement. Maintenant, je ne peux pas, et nul ne peut bien évidemment imaginer ce que les débats parlementaires peuvent apporter et éventuellement certains amendements. Des questions, j'imagine que non, sur ces informations complémentaires, Maïla? Non, effectivement. Merci. Un dernier point pour vous dire que il y a encore de la disponibilité pour nos formations juridiques, avec certains sujets qui ont rencontré un succès au printemps dernier, notamment sur les indemnités de licenciement, calcul, régime social et fiscal, ou encore celui sur l'acquisition des congés payés. Les prochains sujets, alors n'hésitez surtout pas à vous connecter et prendre connaissance du programme et à vous y inscrire, sont les suivants. Donc le 5 octobre, on vous propose d'aborder la gestion des heures supplémentaires et complémentaires. Le 10 octobre, nous examinerons la gestion du contrat de travail à temps partiel. Vaste sujet, vaste sujet. En novembre, nous aborderons l'un des exercices les plus délicats en paye. C'est comme ça. Délicat en raison notamment des conditions du bénéfice de l'exonération plafonnée et du calcul des différents plafonds et des éléments à prendre en compte qui y participent. Notre fameuse réintégration sociale et fiscale du financement des employeurs à un régime de prévoyance ou un régime de retraite supplémentaire. La régularisation du plafond de cotisation sociale, il y a encore de vastes sujets aujourd'hui. Nous sommes fréquemment saisis de la bonne application de la réglementation. Mais quand je vous dis fréquemment, c'est vrai fréquemment. Ce n'est vraiment pas pour dire la charge de travail que nous avons sur ce point-là, mais il semble qu'il y a encore quelques difficultés ici ou là à bien maîtriser la règle et les enjeux. D'autant plus que vous avez noté que le BOSS a évolué, notamment pour les temps partiels. Vous avez sans doute observé que le BOSS a évolué. Donc ce sera l'occasion pour nous, bien évidemment, de redire quelle est la doctrine administrative sur le sujet et d'examiner point par point l'ensemble des règles. Le 17 novembre, nous rééditons notre session expatriés et détachés. Le 7 décembre, on vous convie à une formation sur la réduction générale des cotisations patronales, notre fameuse RGCP ou réduction Fillon. Alors, bien évidemment, on parle de celle-là. On aura quelques mots sur allocation familiale et maladie. On ne les exclut pas. Vous savez très bien que leur mécanisme est calqué sur celui de la RGCP. Le 12 décembre, on vous propose de revenir, bien évidemment, compte tenu du succès que ça a pu avoir, sur les indemnités de rupture, calcul, régime social et fiscal. Et le 14 décembre, si vous voulez terminer l'année avec nous, si je puis dire, la rupture du contrat de travail, incidence paye administrative, avec tous les enjeux, absolument tous les enjeux, de l'ensemble des conséquences en matière de sommes à verser, proratisées ou pas, que dois-je faire des différentes primes, des indemnités à verser, ICCP, indemnité de licenciement, IJRTT, et puis administrative, les conséquences
sur les déclaratifs, bien évidemment, et un sujet important, le solde de tout compte et le RSTC, le reçu pour solde de compte, le certificat de travail, etc. Pour pouvoir le faire, nous avons une adresse dédiée que vous avez sous les yeux pour vous inscrire. Et là, vous allez voir toutes les formations, parce qu'il y a également d'autres formations RH qui sont portées sur ce site. Allez l'examiner, allez vraiment l'examiner. Allez vraiment l'examiner, parce que les thèmes proposés sont beaucoup plus riches que ce que vous avez actuellement à l'écran. Donc, www.sdworks.fr/fr-fr/formation pluriel. À l'envoi, bien évidemment, du support, vous pourrez reprendre les coordonnées. Et si vous avez toute question sur ces formations-là, vous pouvez directement nous écrire à l'équipe Tax and Legal, -8 fr@sdworks.com. N'hésitez pas à prendre des informations. Voilà, ce sont quelques minutes. Ne restez pas interrogatifs sur ce que nous pouvons vous proposer. Vous avez vu que nous avons abordé un certain nombre de conséquences RH consécutives à la dernier revirement de jurisprudence sur les congés payés. Nous avons toujours, bien évidemment, à votre disposition notre service ou notre prestation sociale RH. Alors, quelle est-elle? Je le répète, c'est tout simplement la capacité de pouvoir venir nous solliciter sur des questions RH hors paye, hors de notre engagement contractuel. L'offre est ouverte aux clients comme aux non-clients, et nous serons extrêmement ravis de pouvoir vous communiquer ces informations-là et échanger avec vous lorsqu'on vous rappellera pour vous les délivrer. Ce sera un moment d'échange également pour des questions complémentaires qui donneront lieu à une réponse immédiate ou éventuellement qui nécessiteront une recherche pour laquelle la réponse, au titre de laquelle la réponse sera donnée ultérieurement. Voilà, n'hésitez pas à nous solliciter. Nous sommes disponibles pour vous répondre, pour expliciter nos offres. Et je rappelle que s'agissant de Social RH, nous aborderons et entre dans son champ absolument l'ensemble des questions RH. Contrat de travail, composition du contrat de travail, clause du contrat de travail, suspension du contrat de travail, rupture du contrat de travail. Et je parle toujours de l'aspect RH. Et parce que pour les clients, l'aspect paye, vous le connaissez. Pour les non-clients, ce seront les incidences RH et paye. Et pour les clients, les incidences RH. Durée du travail, voilà, bref. Toutes les questions auxquelles nous ne répondons pas de manière systématique dans le cadre de nos activités paye et déclaratifs. N'hésitez surtout pas. Ça prend que quelques minutes pour vous de nous solliciter, et puis pour nous quelques minutes également à vous donner les précisions utiles à vos décisions. Voilà, Maïla, je pense qu'il n'y a pas plus de questions sur ce dernier volet. Non, pas de questions. Merci Maïla pour cet accompagnement. Notez nos prochains rendez-vous. Donc le vendredi. J'ai oublié celui du mois d'octobre. On est bien en septembre là. Oui. Oui, je crois que le prochain c'était le. Tu l'as peut-être. Je ne me souviens plus. J'ai omis celui du mois d'octobre. En tous les cas, on vous le communiquera. On va corriger bien évidemment ici cette page-là pour la réception. Pardon, tu disais le 6 octobre. Le 6 octobre, il me semble. D'accord. Possiblement le vendredi 6 octobre. Merci Maïla de l'information. Donc vendredi 6 octobre, vendredi 10 novembre, vendredi 8 décembre, toujours à 9h30, avec le plaisir de vous y retrouver, en espérant bien évidemment que la problématique réseau que nous avons connue la semaine dernière ne se renouvelle pas, ne se reproduise pas, et puis bien évidemment nous exprimons à nouveau toutes nos excuses les plus sincères pour ces désagréments. Je vous remercie pleinement, merci Maëla, merci bien évidemment pour votre présence toujours assidue, votre écoute, votre assiduité et la qualité des échanges que nous avons avec vous. Merci bien, bonne fin de journée, bon courage à toutes et à tous et au plaisir de vous retrouver, soit lors des séances d'information et puis même lors des séances de formation, parce que
pour celles que nous avons connues, ce fut très agréable. Merci bien. Bonne Bonne fin de journée. journée.